Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00 tous les jours. Sur YouTube, la page c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, n'oubliez jamais de liker, de commenter et de partager. Les directs c'est le mercredi et vendredi sur TikTok à 20h00. Merci déjà à tout le monde, merci à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires, ceux qui sont toujours connectés à 12h pour écouter. Vraiment ça donne la force. Voilà, on va commencer avec la première histoire. Surtout laissez vos impressions en commentaire. Voilà, première histoire. DMG, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Faouziat, je suis Togo-Gabonaise et je vis en ce moment au Ghana. Je vous suis depuis vraiment très très longtemps et je vous suis chaque jour. Bon, moi, je viens du Gabon, je vis au Gabon, comme je vous l'ai dit. Ma mère est fan de Makoko, donc tous ceux qui connaissent Makoko, en fait, connaissent sauront de quoi je parle. Bon, j'ai une histoire. En fait, j'ai plusieurs histoires dans le village de ma mère parce que c'est un village vraiment très spirituel. Je vais vous raconter une histoire. C'est à propos des plaintes, en fait. Des gens qui aiment se plaindre. Franchement, dans la vie, quand on se plaint, tout le monde nous écoute. Dieu nous écoute, le diable nous écoute, les esprits nous écoutent. N'importe qui peut avoir la bonté de vous aider. Mais ce ne sont pas tous les aides qui sont nécessaires et qui finiront par avoir de bonnes conséquences. Donc voilà, mon histoire, c'est dans le village de ma mère. Il y a une femme qui avait son mari. Son mari l'aimait beaucoup. Et elle n'arrivait pas à avoir d'enfant en fait. Jusqu'à ce que son mari ait pris une deuxième femme, une troisième femme. Tout le monde faisait les enfants sauf elle. Et elle avait l'habitude alors d'aller à une petite rivière, on m'a coqué là-bas, qui avait un grand arbre. Sous un grand arbre, il y avait une petite rivière là où les gens allaient laver les habits. Chaque fois qu'elle allait là-bas, elle ne faisait que pleurer. Si elle partait pour laver les habits, elle laisse les habits, elle part, elle commence à pleurer. Elle se plaint que pourquoi je n'ai pas d'enfants, Seigneur, pourquoi je ne me donne pas les enfants, qu'est-ce que j'ai fait, suis-je une femme maudite et tout. Chaque jour, chaque temps, chaque moment, elle pleurait. Elle pleurait. Donc un jour, ses pleurs ont fini par donner. Elle est tombée enceinte. Et elle a accouché. Elle était déjà dans la quarantaine et elle a accouché d'un beau petit garçon. Bon, tout le monde était content. C'était un enfant miracle parce qu'on ne savait pas qu'elle pouvait encore donner d'enfants et tout. Mais le problème avec le bébé en question était que déjà jusqu'à l'âge de 12 ans, il ne se mettait pas debout, il ne marchait pas, il ne faisait que ramper. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il ne marche pas. Il est toujours couché, que ramper. À 8 ans, l'enfant ne fait que ramper et il est tombé gravement malade. L'enfant est tombé gravement malade, on l'a amené à l'hôpital partout, ça n'allait pas. Et on a amené l'enfant chez un marabout. Quand le marabout au village, bon, on ne dit pas les marabouts, chez nous on dit des guérisseurs. Donc quand le guérisseur a vu l'enfant, il a crié. Et puis il a pris l'enfant. Il a mis il a pris un tonneau, les tonneaux vides là quoi. Il a mis de l'eau, il a mis les médicaments dedans, il a mis beaucoup de choses dedans. Et puis il a dit aux gens de tenir la mère fort parce qu'il va mettre l'enfant dans l'eau là. Et puis il va fermer pendant 3 jours. Vous imaginez une mère, vous dites que vous allez prendre son enfant, mettre dans un tonneau plein d'eau. Vous allez fermer ça pendant 3 jours. Pour elle, c'est tout simplement tuer l'enfant. On a appelé le village, on a appelé son mari. Le marabout a dit que c'est ce qu'il doit faire. Donc ils ont décidé de l'écouter. On a mis l'enfant pendant le tonneau. Pendant 3 jours, la mère était là-bas, elle ne bougeait pas. Elle pleurait, elle était à côté du tonneau, voir si son enfant va bouger ou quoi. Elle pleurait, elle se disait que son enfant est mort. Le 3e jour, tout le monde était là parce que tout le village était déjà alerté que et il se disait que l'enfant est déjà mort. Donc c'est comme ça. Le 3e jour, ils ont
tiré le tonneau, ils ont amené le tonneau là, à côté du fleuve. À côté du fleuve, en fait. Non, la rivière, plutôt à côté de la rivière. Et ils ont dit à tout le monde de bien regarder ce qui va sortir du tonneau. Quand ils ont versé le tonneau, déjà pendant ces 3 jours, tout le monde était à côté du tonneau. Donc, il n'y a personne pour ouvrir le tonneau. Tout le monde, donc, c'est que si quelqu'un voulait faire quelque chose, tout le monde devait être là. Personne n'a laissé le tonneau, ne serait-ce qu'une seconde. Tout le monde avait les yeux rivés, les oreilles rivées, au cas où l'enfant bouge ou quelque chose du genre. Donc, ils ont versé. Ce sont les villageois même qui ont poussé le tonneau. Quand ils ont poussé le tonneau, un gros serpent est sorti du tonneau. C'est là que la maman a commencé à crier, mon enfant, mon enfant. Et le marabout lui explique que ça que tu vas partir, c'est ce qui est ton enfant. Le serpent qui part, c'est ton enfant. Que tu allais te plaindre sous un arbre, quelque part. Sur ce arbre, là vivait un grand serpent qui écoutait tellement tes plaintes qu'il a décidé de t'aider en te donnant un enfant. Donc, il t'a donné l'enfant. Mais étant donné que c'est un serpent, il ne peut pas marcher. Donc, c'est la raison pour laquelle ton enfant n'arrive pas à marcher parce qu'il était un serpent. Donc maintenant, il est temps pour lui de retourner dans la nature. Donc la morale de ça, c'est que les plaintes, on se plaint pour tout sur cette terre. Mais trop de plaintes, ce n'est pas bien. Le diable aussi, des fois, il veut aider. Hein. Des fois, le diable t'aide. C'est vrai qu'il t'aide avec ses conséquences, avec ses idées. Mais quand le diable, la plupart des gens qu'on tente, ce sont les gens qui ont besoin d'être tentés. Parce qu'il y a des gens qui n'ont sincèrement pas besoin d'être tentés dans la vie. Il y a certaines personnes, le diable lui-même, il sait que lui, même s'il n'a pas mangé, quoi, je lui tente, ça ne va pas marcher. Mais il y a certaines personnes que le diable ne les regarde même pas. Mais il s'appelle tellement le diable qu'il est obligé de venir. Donc, c'est ça mon histoire. Et j'espère qu'on aurait d'autres occasions de parler parce que je suis un peu trop timide pour raconter des histoires. Et si avec moi, va aussi, et comment on appelle, Makouké, c'est un petit village, de peur que tout le monde va rediriger ma famille. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille DMG, likez, partagez DMG, merci pour cette émission. Merci vraiment pour cette émission qui nous fait du bien. Je vais raconter l'histoire de deux sœurs qui ne s'entendaient pas, elles ne s'entendaient jamais depuis leur bas âge jusqu'à l'âge adulte. Les deux ne s'entendaient jamais. La grande sœur, stérile, ne faisait pas d'enfants et la petite sœur avait les enfants. Mais elle se moquait de cette dernière. Elle se moquait beaucoup de sa grande sœur, publiquement, je vous jure, DMG. Elle se moquait beaucoup de sa sœur. Tu es une sorcière. Tu n'as pas d'enfant. Tu vas finir seule. Tu es une sorcière. Tu n'as pas d'enfant. La grande sœur a décidé d'adopter un enfant, une fille. Elle a adopté un enfant de 2 ans. Elle a élevé l'enfant. La fille est devenue grande. Mais les deux ne sont. Elle ne venait jamais chez sa sœur. Même si sa sœur est malade, même s'il y a quoi, elle n'a jamais mis pied chez sa grande sœur. En fait, elle ne s'entendait avec personne. Et les gens du dehors, et les gens de la maison, elle n'aimait personne, DMJ. Cette femme-là n'aimait personne. Je vous dis. Quelques années plus tard, en 2015, la grande sœur est tombée malade, vraiment gravement malade. Elle n'a pas mis pied, elle n'est pas venue, elle était hospitalisée. Après l'hôpital, ça n'allait pas, on l'a fait sortir, elle est revenue à la maison, ça n'allait pas et elle est décédée. Sa fille était la seule sur son chevet avec les frères de la famille, certaines sœurs aussi de la famille. Le jour de l'enterrement, je vous jure DMG, le jour même de l'enterrement, après l'enterrement, elle arrive, la petite sœur arrive, elle appelle la fille adoptive de sa grande sœur. Elle dit, donne-moi les clés. La chambre de ma grande sœur, donne-moi les clés. Les gens se regardaient, les gens n'ont rien dit. Elle a dit à l'enfant, en tout cas, tu sais que tu n'es pas de cette famille, non? Tu n'es pas d'ici, fais tes bagages, tu pars. Parce que la seule héritière, c'est moi.
C'est moi sa seule héritière, c'est moi sa petite sœur. Donc, toutes ces choses m'appartiennent. Les gens ont dit non, madame, ça ne se fait pas. C'est sa fille devant la loi, c'est sa fille. Elle a adopté cet enfant, c'est son enfant. En tout cas, je m'en fous de votre loi. Je m'en fous. C'est chez moi, c'est ma grande sœur, on a le même sang. Fais tes choses, tu fous le camp d'ici. Donne-moi les clés de sa chambre. Elle a pris les clés de la chambre de sa grande sœur. Elle a ouvert la porte. Les gens étaient assis au salon, c'était le jour après l'enterrement. Les gens mangeaient après l'enterrement. On fait souvent un repas, les gens ont mangé pendant le repas. Elle est rentrée dans la chambre de sa sœur. Elle s'est couchée sur le lit de sa grande sœur. Elle a éclaté un rire. Elle a commencé à rire. Les gens entendaient. Les gens du salon, au couloir, partout. Elle a dit, oui, tu es décédé, tu es parti. Je reste avec tout. Je suis là sur ton lit. Je vais porter tes habits. Je vais m'accaparer de toutes tes choses. Qu'est-ce que tu pourrais me faire? C'est fini. Elle a ri, elle a ri, elle a ri. Après, elle a cessé. Après un temps, on entend un bruit dans la chambre. Et après le bruit, c'est les cris. Et quand elle a crié, elle est sortie en courant. En courant, elle a traversé tout le monde au salon en flèche. Elle est sortie à la cour, elle s'est enroulée en criant, enroulée. Les femmes ne se sont pas levées. Hein. Je vous dis, les femmes ne se sont pas levées. Elles ont dit, oui, tu as eu. Il n'y a que les hommes qui sont partis la soulever au sol où elle était. On l'a ramenée, je vous jure, le visage était déformé. Elle avait les traits de 5 doigts à la joue jusqu'au cou. Je vous jure, là. Elle a crié, ça n'allait pas. On a fait appel à son premier fils de venir chercher sa mère. Il est venu, il a pris sa mère, il a amené la mère à l'hôpital. Là-bas, on les a prescrit les anti-inflammatoires, les antidouleurs. Ils sont revenus à la maison, mais ça n'allait pas. 2 jours, 3 jours, ça s'infectait, ça n'allait pas. Après, les parents ont dit non, amène-la à l'église Saint-Michel. Pour les Gabonais qui savent, l'église Saint-Michel, on l'a amenée là-bas. On a commencé à faire des prières, mais je vous jure, ça s'infectait. Elle ne parlait plus, elle avait perdu l'usage de la parole. Elle ne parlait plus. Ça n'allait pas, elle ne dormait plus la nuit. Après 2 semaines, parce que la grande sœur, on l'avait enterrée jeudi. Après la deuxième semaine, l'autre jeudi, je vous jure, DMG, elle est aussi décédée. Elle est décédée. Les gens ont dit, voilà, ta grande sœur décède. Au lieu de pleurer, même de faire semblant de pleurer ta grande sœur, tu te réjouis de son malheur et tu mets son enfant dehors. Et après le décès, la petite est revenue chez elle. Les gens ont dit, non, reviens, c'est chez toi. Personne ne peut te mettre dehors, c'est ta mère. C'est elle qui t'a élevé, tu ne connais personne d'autre. En fait, pour moi, la morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, dans la vie, ne défiez jamais un mort. Ne défiez jamais un mort. On dit souvent, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ils sont partout, ils sont autour de nous. Donc, ne parlez même jamais en mal des morts. C'est pas bien. C'est un passage pour tous. Nous allons tous partir un jour ou un autre. Ne parlez jamais du mal des morts. Elle a été très méchante dans sa vie parce qu'elle ne s'entendait avec personne. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait personne. Même sa propre soeur, même la famille, personne, même les voisins. Et quand elle est décédée, je vous jure, DMJ, les gens ne sont pas venus.
Il y a eu seulement quelques membres de la famille, l'entourage, même les voisins. Personne n'a mis pied parce qu'elle était insupportable. Elle passait tout son temps à insulter les gens. Et aujourd'hui, elle est partie. Elle a laissé tout ça là. Bon, bonne journée, likez, partagez. Voilà, merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Et c'est ça, on va passer à la troisième histoire. Ok, DM, je vais te raconter cette histoire. C'est l'histoire que j'ai vue. Et cette histoire, j'aimerais que les parents écoutent ça très bien et essayent de suivre ce conseil. J'ai fait l'internat au Cameroun, je suis camerounaise. Et là-bas, j'ai perdu une personne très importante pour moi. C'était, on peut dire, ma seule amie parce que je suis quelqu'un de casanière. On peut dire, je peux compter mes amis du bout du doigt. En arrivant à l'internat, c'était une fille qui était rebelle. Tu sentais, elle avait tatouage, des piercings. C'était une fille que ses parents l'ont amenée là-bas pour sa têtudesse. Mais elle et moi, on a vécu. On était d'abord très proches. On rentrait, on battait, on rentrait de l'école ensemble. Quand l'école finissait, on rentrait ensemble, on revenait ensemble, etc. La fille et moi, nous avons vécu des scènes mystiques là-bas qui nous ont traumatisés. Je ne vais pas raconter, je ne suis pas encore prête à raconter les scènes mystiques parce que disons que je n'ai pas encore la force. Ça fait depuis 8 ans que ça s'est passé, mais je n'ai pas encore le courage là de dire ça à haute voix et surtout devant plusieurs personnes parce que la personne conciliée est toujours vivante et elle est là et je ne veux pas qu'elle me retrouve. Cette amie à moi, après ces scènes bizarres qu'on a vécues, elle est devenue très croyante. Elle croyait beaucoup en Dieu maintenant. On racontait à nos parents ne nous croyaient jamais. Surtout ma maman. C'était mon deuxième internat. Et puis peut-être 4 ans d'internat. Je veux dire, à un moment, les histoires que je vivais là-bas, mais maman ne croyait pas. Elle a de base, j'étais une fille très têtue. Ma maman pensait toujours que je montais pour quitter l'école. Alors, la fille et moi, comme à l'internat, c'est que quand tu n'as pas peut-être payé un certain c'est pas comment on dit ça, en anglais, en français. Mais quand on a payé une certaine somme, soit peut-être des livres, des exposés, souvent on te renvoie. Et nous, là, on s'est renvoyé parce que il y avait on faisait le BPC. Il y avait le coût de la période qu'on doit rester pour composer le BPC qu'on n'avait pas payé. Et nous sommes rentrés le jour-là ensemble. Mais avant de rentrer, on a d'abord tourné parce que ma maman, c'est quelqu'un que si peut-être elle me voit rentrer aujourd'hui à cause de tel truc, elle est capable de me refaire rentrer à l'internat le même jour. Et moi, je ne voulais pas ça. C'était un vendredi, je voulais au moins qu'on en a tourné pour que j'arrive à Douala peut-être même vers 20h. Ma maman ne peut pas me le faire rentrer à l'école la nuit. Alors, je suis rentrée dimanche à l'école. Mais quand je suis rentrée, la fille n'était pas là. Elle est venue presque 2 semaines après. Mais quand elle est venue, elle était triste. Elle était très triste. Et quand j'ai demandé, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas rentrer, mais son papa a insisté à cause de la pension. Comme elle était là-bas, c'était comme 1,5 million l'année. C'était ça. Mais la fille, c'est comme si elle savait qu'il devait mourir. Le jour de sa mort, elle et moi, on avait des problèmes. On ne se parlait pas. Et j'ai changé de dortoir suite à l'événement mystique qu'elle et moi on a vécu. Je lui ai dit à ma maman comme je change de dortoir parce que c'était dans le dortoir là qu'on en a vu les oui mystiques et moi je ne pouvais plus rester là-bas. On m'a changé de dortoir, on m'a mis dans le dortoir voisin. Le jour de sa mort, on était sur la même table de bas pour manger, mais le jour là, il ne me parlait pas. Alors, on devait causer après. Il m'a dit qu'on cause après, il m'a dit qu'on va causer pour qu'on s'arrange. Elle est rentrée au dortoir.
Elle a ouvert sa cantine. Elle a retiré des choses. Elle a partagé la nourriture aux gens voisins de son lit. Comme si elle savait qu'elle devait mourir. Elle a tout enlevé, elle a donné, elle a partagé les gâteaux, la sardine, le jus, tout ça. Elle se laver. Elle s'est mise en soutien, en caleçon, elle s'habillait. Après qu'on a crié qu'on l'étouffe. Qu'il n'arrive plus à respirer. C'est pour ça qu'un élève coupe aller appeler l'infirmière de l'école. L'infirmière court aussi, elle vient. Elle lui voit convulser, elle prend la cuillère comme d'habitude, on met dans sa gorge pour qu'elle n'emballe pas sa langue. Je viens alors la porte alors et il passe devant mon dortoir. Et comme elle et moi, on avait l'habitude de demander seulement qu'on est malade pour sortir. Comme il y avait un hôpital, quand tu es malade, on demande d'aller là-bas faire des examens. On aimait souvent faire ça aussi, que tu sors au moins, tu restes au moins sur la vraie, les purs dehors, pas de l'internat. Donc on est passé, elle me suis dit dans mon cœur que elle a encore réussi. Elle va sortir, la gueule est chanceuse. Sans savoir que ma copine partait mourir, elle mourrait. Elle a pissé sur le dos de l'infirmière. L'infirmière, en arrivant au centre de l'école, elle lui a déposé. Et un professeur voulait la relever, il lui a giflé. Elle s'est relevée. Elle a fait une grande inspiration, elle est tombée, elle est morte. Quelques temps après, son compte commençait à changer, elle devenait violette, tout ça. Pendant le deuil, l'école n'a pas dit que la fille est morte mystiquement. Ils ont dit partout que la fille est morte d'AVC. Alors que la fille n'est pas morte d'AVC. Dans le deuil, l'école a refusé que nous les francophones, ceux de Douala, ses copines qui parlaient le français, partent au deuil. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on explique la vraie version aux parents. C'est comme ça qu'on allait enterrer ma pote, tout ça. Quelques temps après, moi j'étais vraiment touchée. Quelques temps après, je fais un rêve. Dans le rêve, là, je suis dans un marché. Et dans ce marché, je sais pas, je lui vois. Elle vend les oranges. Je regarde bien, je me dis, mais ce n'est pas tel ici. Après, quand j'écris son nom pour que elle me voit, elle se tourne, elle m'explique ce qu'elle fait dans ce marché. Sachant très bien que je sais qu'elle est morte. Je sais qu'elle est morte. J'ai vu son corps tomber, j'ai vu qu'elle était morte. Mais elle marche rapidement. Je lui suis. Elle marche, je le suis, elle marche, je le suis. Elle entre dans une barrière noire, grande barrière. Du style que la barrière est à une hauteur très haute. Tu ne peux pas voir à travers, même si tu ne peux pas escalader, tu ne peux rien faire. Et la barrière, c'est une barrière que il y a un petit portail, c'est pas une fenêtre où le gardien était, il a ouvert, il m'a dit, tu cherches qui? Il a dit, je cherche telle, elle vient en peine d'entrer avec les oranges. Je veux causer avec elle. Il me dit carrément que pour causer avec elle, je dois donner mon bras. On doit me couper le bras pour que je puisse causer avec elle. C'est là où je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Et grâce à Dieu, après, quand j'ai fait ce rêve-là, quelques temps après, on devait rentrer, on a fini le composition, on est rentré à la maison. J'ai dit à ma maman ce qui s'est passé. Ma maman m'a une fois levé de l'internat. Heureusement, j'ai passé mon bébé sur le temps-là. Ma maman m'a levé de l'internat parce que c'est vrai, elle ne croyait pas avant les trucs mystiques que je lui disais. Mais comme elle connaissait la fille, très bien la fille, parce que ma fille était très proche à moi, elle connaissait la fille et le rêve là, elle me l'a vu que c'était pas simple. C'est quand en suivant tes vidéos chaque temps que je suis persuadée que ma copine a été vendue parce que ce rêve-là n'avait pas l'air d'un rêve. C'était un truc comme si je vivais la chose, comme si je lui ai vu, elle m'a vu, mais elle a fui.
Alors, j'espère que cette histoire va faire comprendre aux parents que quand ton enfant te dit je n'aime pas telle place ou telle personne, tu écoutes. C'est vrai, nous sommes têtus, mais il y a des situations. Son père, elle pouvait être vivant si son père, à cause de 1,5 million qu'il a payé à l'école, s'il avait écouté sa fille, s'il n'avait pas peut-être dit non, elle fait les caprices, elle devait être là aujourd'hui. Elle devait être là aujourd'hui. Là, elle devait avoir même presque 26 ans. Alors, chers parents, écoutons nos enfants. Quand nos enfants nous disent qu'ils ne peuvent pas continuer sur telle place, ils ne se sentent pas bien, écoutez-les. Parce que ce qu'elle a vécu, moi je me dis que la fille savait sa mort parce qu'elle avait prévenu ses parents que si elle rentrait, elle allait mourir. Si elle rentrait, elle allait mourir, mais les parents n'ont pas su. Et moi, je doute que jusqu'à présent, ses parents savent parce que je ne sais pas, quand je suis rentrée à Douala, j'ai cherché sa maison, je n'ai jamais, elle m'a dit que sa maison, mais je n'ai jamais su où elle vivait. Alors ses parents ne savent même pas véritablement comment est mort leur fille. Alors, chers parents, je vous en supplie, je vous implore, écoutez vos enfants. J'espère que mon message va arriver aux oreilles de la famille DMG TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Merci beaucoup. 4e histoire. Oui, bonsoir DG. Je vous raconte une expérience qui m'est arrivée. Merci de liker l'audio. Merci aussi de partager un grand nombre pour continuer, pour que la communauté s'élargisse. Et c'est surtout pour que les autres puissent profiter de nos expériences pour pouvoir s'éviter quelques problèmes. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai vécue ici en Europe. J'avais loué une maison. La maison était quasi neuve. Donc, je n'ai pas fait tout le cérémonial et tout ça là d'entrer à la maison. J'étais très pressée de rentrer dans cette maison. Alors, donc, du coup, je prends la maison et j'emménage tout de suite. Et la première nuit, tout se passe très bien. Mais la maison, elle était très belle, nickel et tout ça là, avec 3 chambres. Mais vraiment, elle était trop nickel. Avec mes enfants, on était vraiment bien dedans, quoi. Et bien emménagé. Deuxième nuit, je commence à m'habituer à la maison. Bon, la deuxième nuit, quand on est une nouvelle maison comme ça, on s'imprègne de la maison. Et comme j'étais euphorique parce que cette maison, je l'avais eue comme ça et il fallait absolument que je trouve une nouvelle maison. J'avais changé de région, j'étais un nouveau boulot, une nouvelle maison. Donc, j'ai pas fait attention. Donc, la deuxième nuit, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc 2 nuits, 3 nuits et toujours le même malaise. Et là, je décide vraiment de me mettre à prier pour recommander la maison et tout. Donc je prie et je suis dans ma chambre, je commence à prier. Au moment où je finis la prière, je sens vraiment qu'il y a un truc qui va pas. Donc j'avais une très très grande chambre. Et pendant la prière, j'avais l'impression qu'il y avait une personne assise qui me regardait. Et j'ouvre les yeux, je dis tiens, je ressens pas vraiment quelque chose de mauvais, de maléfique dans cette maison et pourtant tout va bien. Mais c'est quoi cette chose que j'ai ressentie? Je n'en parle pas d'abord et puis bon, il se passe 1 semaine, 2 semaines. Puis un jour, ce jour-là, j'oublie de prier. Et je me couche vraiment parce que je rentre tard du travail, le temps de donner à manger aux enfants. Et voilà, je vais me coucher. Moi, je suis épuisée. Je fais juste une petite prière, mais vraiment pas comme d'habitude où je prie vraiment. Et je fais une petite prière et je me couche. Et au beau milieu de la nuit, je sens une lourdeur. Pas vraiment une paralysie du sommeil, mais une espèce de chape de plomb là qui me prend comme ça. Et puis,
c'est comme si j'étais endormie sans être endormie. Donc, c'est comme si j'avais les yeux ouverts. Et je vois au pied de mon lit un canapé. Disons un rocking chair, genre de fauteuil qui se balance là, que les vieux aiment voilà, s'asseoir dessus et se balancer. Et il y avait ce fauteuil là au pied de mon lit, mais un peu plus éloigné de mon lit, dans un petit coin, comme la chambre était très très grande. Donc, et j'ouvre les yeux en fait, je regarde, je dis mais moi j'ai jamais placé un fauteuil dans ma chambre, c'est quoi ce fauteuil? Et au moment où tout cela se dissipe, je me rends compte qu'en fait, c'était juste une vision comme ça. Et donc, le lendemain, je décide d'appeler la propriétaire de la maison. Donc, je l'appelle, je lui pose la question parce qu'elle elle m'avait dit que, bon, vu que la maison était neuve, je me suis dit, il n'y a jamais eu de locataire, donc je ne me prends pas la tête de faire, voilà, de bénir la maison et tout. Et je lui pose la question, je dis, écoutez, la maison, vous l'avez construite, est-ce que vous avez habité la maison? Elle me dit que non. Je dis, mais attendez, il y a quand même quelqu'un qui a loué la maison avant moi, quoi. Elle me dit, oui, oui, bien sûr, mais c'était pas longtemps. C'était un couple âgé ils sont restés maxi 3 mois. Et le monsieur, la dame se trouve maintenant en maison de retraite. Je lui dis, madame, mais rassurez-moi, le mari n'est pas mort dans la maison. Elle me dit, oui, effectivement, je sais pas, dans la grande chambre. Je dis, mais la chambre où je dors. Elle me dit, oui, oui, bien sûr, le monsieur, il est décédé. Et je lui pose la question si le monsieur avait une espèce de chaise à balancelle, là, un rocking chair. Il me dit, oui, oui, bien sûr, dans la chambre, il s'asseyait souvent là, il se balançait. Voilà, c'était un monsieur très âgé, malade, et il était toujours assis là, dans un coin de la chambre. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le monsieur, il était mort depuis, mais bon, sa présence était toujours dans la chambre. Donc, elle m'explique ça, elle me dit pourquoi? Je dis non, rien, rien. Elle me dit, mais dites-moi s'il y a un problème. Je dis, ben effectivement, il y a un problème parce que la dernière fois, mais surtout, j'avais un peu honte. Je me suis dit, elle va me prendre pour qui? Elle va encore dire encore les Africains avec leur truc. Bon, mais là, je me jette quand même à l'eau. Je lui dis, écoutez, moi, au début, je faisais pas attention, mais là, je me rends compte que quand je dors, il y a quelqu'un qui est assis, qui me regarde dormir. Elle me dit, bah alors là, je sais pas comment faire pour vous aider, quoi. Je dis, bon, écoutez, je vais me débrouiller. Donc, le lendemain, je me renseigne un petit peu, donc je vais chercher de l'encens. Je suis allée chercher de l'encens qu'on appelle au Liban. Donc, c'est ce qu'on m'avait conseillé. J'ai pris un bouquet de... j'ai oublié le nom de la plante, donc j'ai pris ce bouquet-là. Et donc, j'ai brûlé de l'encens. En brûlant de l'encens, j'ai pris les enfants, je les ai laissés chez la voisine. J'ai demandé à la voisine de me garder les enfants. Je dis, bon, maintenant, je suis seule avec toi dans la maison. Ce que tu vas faire, je m'adressais à cette personne-là qui était décédée. Je ne sais pas si c'était un fantôme ou je ne sais pas. Mais je m'adressais à cette personne. J'ai dit, écoute, on m'a dit que tu es décédé ici. On m'a dit que ta femme, maintenant, se trouve dans une maison de retraite. Et je lui ai donné le nom de la maison de retraite. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui loue cette maison. C'est moi qui paye cette maison. Donc, la maison, elle est maintenant à moi. Donc, tu n'as rien à faire ici. Si tu veux aller voir ta femme, tu crois que ta femme va venir te retrouver, elle ne reviendra pas. Elle est dans un EHPAD. Donc, ce que tu vas faire, c'est de prendre ton rocking chair, toi-même, et vous partez gentiment de cette maison. Je sais que tu ne me veux pas du mal, mais je veux que tu partes de chez moi. Donc, c'est comme ça que j'ai fini de brûler le bouquet qu'on m'avait donné. Je l'avais commandé et voilà. Et l'encens. Donc, j'ai passé l'encens dans toute la maison. J'ai ouvert grandement la porte. Quand je parlais pas avec virulence, je parlais avec gentillesse. J'ai dit, bon, maintenant, tu sors de ma maison. J'ai ouvert toutes les portes parce qu'il y avait 3 portes. La maison était grande et j'ai ouvert les fenêtres, les portes et les machins. J'ai dit, bon, maintenant, je ne sais pas de quel côté tu vas sortir, mais tu vas sortir de cette maison. Donc, quand j'ai fini de faire tout cela, je suis sortie de la maison aussi.
Et j'ai refermé la porte derrière moi. Je suis partie retrouver la voisine avec mes enfants. Je suis restée un moment. Puis après, je suis revenue. Mais je n'étais pas très rassurée. Donc, quand je suis revenue, j'ai d'abord demandé aux enfants s'ils étaient bien dans cette maison. Ils m'ont dit, oh maman, ça se passe super bien. Alors, j'ai demandé si ils avaient des cauchemars. Ils m'ont dit non. Et donc, du coup, après que j'ai fini d'encenser la maison, nettoyer la maison, prier, j'ai recommencé à dormir dans cette maison comme un bébé. Ouais, c'est pour rejoindre, en fait, c'est pour rejoindre toutes ces personnes qui disent quand on s'installe dans une maison, on ne sait pas les entités qui ont habité cette maison, des personnes qui ont habité cette maison. C'est toujours, même si la maison, elle est neuve, on ne sait pas sur quel terrain a été aussi bâtie la maison. Donc, il faut toujours prier quand on rentre dans une maison. Si on ne sait pas comment il faut prier, il faut brûler de l'encens dans la maison, brûler peut-être des feuilles d'hysope. Et voilà. Donc, ça se vend, on en trouve partout, faire un bouquet et puis passer dans la maison, faire le tour des chambres partout, ne rien oublier. Et si vous avez de l'huile d'onction, mettez aussi de l'huile d'onction sur les pas de porte, les pans de porte et consacrez la maison pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez, s'il vous plaît. Likez, commentez. Salut DMG, j'espère que vous allez bien. Je suis encore pour ma 2e histoire, mais cette histoire, c'est plus la mienne. C'est maintenant pour celui avec qui je vis, mon petit ami. Et lui, il a toujours tendance à vouloir me parler, des petites histoires que lui-même il a vécues, vraiment. Et que de jour aujourd'hui, pour lui, s'il voit quelque chose encore de paranormal, pour lui, ça ne va rien lui faire parce que, bon, c'est vrai qu'il aura peur, mais ça ne va pas trop le surprendre parce qu'il a déjà vu certaines choses vraiment horribles. Bon, c'était en 2005 ou 2008, comme ça, je pense. À cette époque-là, il partait piéger des pigeons dans les écoles. Bon, pas dans les écoles, dans une école de la place ici au Gabon. Je pense que cette école, c'était Oloumi, au lycée d'Oloumi. Et je pense qu'à côté, il y avait des cimetières, hein, je pense, oui. Cimetières de plein Niger, là. Donc, du coup, un jour, il partait la nuit, vers les 20h, 23h, je ne sais pas trop. Il partait. Et puis, d'habitude, il prenait des pigeons, il piégeait des pigeons pour aller vendre le lendemain, je ne sais pas à qui, pour aller vendre le lendemain. Et ensuite, un jour, ils partent dans l'école en question, la nuit. Ils partent dans l'école en question la nuit. Ils ont comme ça à chercher des pigeons dans les salles de classe la nuit, hein, dans les salles de classe. Mais sans vous rappeler que au lycée d'Oloumi en question, à côté, bon pas à côté, quelques mètres après ou avant, je sais pas trop, il y a des cimetières. Il y a un cimetière à côté, mais c'est quand même une bonne petite distance. Donc un jour, il était dans une salle de classe et d'autres gars, d'autres frères, ils étaient vraiment petits, vers les 14 ans comme ça. D'autres frères de lui, ils étaient dans une autre salle en train de chercher des pigeons dans les plafonds du lycée. Bon, j'ai mes frissons, mon Dieu. Quand il me raconte cette histoire, je suis carrément terrifiée. Maintenant, il voit, je sais pas comment dire, un être bizarre. Il voit un être bizarre. Je sais pas quel français il faut employer, mais ce truc, ici au Gabon, on l'appelle le siki. Donc, il a vu un truc de l'escalier, puisque lui, il est à l'étage, il voyait un truc à l'escalier. Il marchait
Donc, c'était un petit truc. Un nez. Le nez là même, il est grand. Un petit truc. Il était horrible. Il ne ressemblait à rien que à un truc bizarre. À un truc vraiment bizarre. Et il avait une petite canne. Il rognait, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Comme ça. Et il boitait. Il avait un long pied, un petit pied. Il boitait, il montait l'escalier. Et à un moment, il est resté hypnotisé. Il est resté mobilisé. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. En fait, il n'arrivait pas à bouger. Il voulait fuir, il avait peur, il n'arrivait pas à bouger. Il ne pouvait même pas interpeller les gars d'à côté que venez voir ce qui se passe. Les autres, ils étaient en train de chercher des pigeons et lui, il était là à l'étage et le petit truc en question, ce qui est en question, était à l'escalier. Il montait en boitant, en rognant. Il était vraiment bizarre, il avait des choses bizarres au corps. Donc, aussitôt quand il monte, il se met au centre de l'escalier du haut de l'étage et au centre de l'escalier du bas. Donc, il y a une petite marche là, à part l'escalier. Il était là, il a fixé mon ami en question. Il a fixé, il a tourné la tête. Il a retourné la tête. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Comme dans les films, là, les petits monstres là. Il a tourné, il a regardé, il a fixé droit dans les yeux. J'ai même eu frisson, je parle. Ouh, il a fixé droit dans les yeux. Et mon ami n'arrivait pas à bouger. Il n'arrivait pas à bouger. Il est resté là debout. Dans la nuit, 23h minuit. Donc, du moment où il monte, il veut monter, il marche vraiment doucement. Après, mon ami, il a complètement retrouvé la forme. On vous dit DMG, il a pris ses pieds, il a pris son corps, il a pris une autre direction, puisque aux extrémités du lycée, il y a des escaliers à côté, des deux côtés du bâtiment, il y a des escaliers. Donc il a pris l'autre sens, l'autre côté des escaliers. Il a fui. Il a pris une course là, une course qui n'a pas de nom. Il n'a même pas interpellé les autres. Il a crié et les autres derrière ont vu le petit truc là, le petit monstre là. Et les jeunes en question, il a crié « Oh merde !» Tous ont fui. Ils ont couru. Hein. Mon ami là, il a couru du lycée de Lomé là jusqu'à droite. Puisqu'il y a un quartier qu'on appelle à droite. Jusqu'à droite. Je pense qu'à là. Hein. Jusqu'à là. Du lycée jusqu'à là, même pas d'arrêt. Il ne sait pas ce que les gens du derrière, les amis qu'il a laissés derrière là, comment ils ont fait. Il ne sait pas. Les pigeons qu'il avait pris, les oiseaux, je ne sais pas quoi, il a laissé, les babouches, il a laissé, il a démarré. Il ne sait pas ce que les gens, ses amis sont restés à faire. Ils ont secouru, ils ont poursuivi, ils ont suivi mon ami en question. Il a couru jusqu'à la maison. De toute façon, il transpirait là. Parce qu'il transpire là jusqu'aujourd'hui. Il a dit plus jamais. Bon, ça, c'était depuis son enfance. Donc, depuis son enfance, depuis le jour qu'il a vu ça, il a dit plus jamais. Moi, je ne mettrai les pieds là-bas. Donc, c'est pour dire que même dans les lycées là, dans les établissements, dans les sociétés, il y a des choses qui se passent là-bas. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, Dieu te donne la grâce de te lever le matin. Lève-toi tranquillement, tu fais ta prière, qu'il sanctifie ta journée, qu'il t'éloigne de tout danger, afin que où tu fléchiras tes pieds, tu ne croises aucun mal. Que même si il y a le mal à côté,
tu fonces, tu ne vois rien. Dieu fait en sorte que tu ne vois pas. Imaginez un peu comment ça s'est passé cette nuit-là. Imaginez le lendemain matin, quand les élèves entrent en salle de classe. Est-ce qu'ils pouvaient s'imaginer qu'il y avait des enfants qui cherchaient des pigeons tranquillement pour eux et ils ont trouvé un être bizarre, un monstre. Je ne sais pas comment il faut appeler ça, quoi. Parce que ici, nous, ici, au Gabon, on les appelle les siki. Ce sont des petits trucs comme ça, là. Ils sortaient forcément des cimetières parce qu'il y a des cimetières à côté. Donc, vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous protège vraiment. Parce que c'était trop. Jusqu'à aujourd'hui, mon ami me raconte des histoires. Il a aussi vécu deux histoires. Mais l'histoire, une histoire vraiment intéressante, mais j'ai pas vraiment capté ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas vraiment capté. Bon, il y avait aussi une deuxième histoire. Il y avait aussi un jour, il rentrait puisqu'il travaillait dans une boîte de nuit. Il travaillait dans une boîte de nuit, il était barman. Il est sorti, il est rentré à la maison. Et quand il rentre à la maison, il fallait qu'il descende du taxi pour marcher, pour arriver à la maison, une bonne petite distance, puisque les taximans n'arrivaient pas là-bas. Donc, quand il marche, il voit un homme dans le noir, forcément, c'était vers les 3h, 4h, il voit un homme. Il passe, il dit bonsoir. L'homme là lui répond bonsoir. Il fonce. Quand il se retourne, le bon monsieur n'est plus là. Le bon monsieur n'est plus là. La course qui t'a damé l'air, on dit parce que lui, il aime bien les courses. Depuis son enfance, il aime bien courir. La course qu'il t'a donnée, il est jusqu'à la maison. C'est pour dire qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. Que nous, on dort tranquillement, paisiblement. On fait notre prière, on dort. Mais il y a des choses qui se passent la nuit. Donc, c'était un peu ça, mes deux histoires. Mes bisous. Pas bisous, désolé. J'aimerais demander à la famille DMG de partager, de commenter, de liker. Et ça va vraiment nous faire plaisir d'être méfiante, de voir vraiment un autre truc, quoi. Merci pour l'histoire. Là, on va passer à la 6e histoire, autant pour moi. Coucou DMG, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toutes les personnes qui passent pour nous rencontrer leur histoire. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je vous dis chapeau et que Dieu vous protège. Parce que là, vous sensibilisez vraiment toute la communauté. C'est pas facile de monter comme ça, de rencontrer son histoire vécue. Donc, il y a des souvenirs, il y a de percussions, il y a de gens qui sont aussi connus dans les histoires. Donc, il y aura toujours derrière ça, ça sera pas facile de gérer, mais en tout cas, je vous dis chapeau, félicitations, tout ce que vous faites. En tout cas, vous aidez vraiment toute la communauté. Et DMG, je te dis merci parce que tout ce que tu fais, tu sensibilises vraiment. Désolée, hein, j'ai dit encore, je parle beaucoup des langues. Mon français, des fois, ça bègue. Voilà, DMG, que Dieu te protège jour et nuit. Et tu sois la tête toujours non laquée. Et je vous dis à tout le monde, s'il vous plaît, ça là, c'est pas le travail des DMG seulement. C'est le travail de tout le monde. De tous, parce que là le diable il est dévoilé, hein. Il est dévoilé, après il va nous combattre. C'est pas seulement DMG et nous tous, parce que nous on est là, nos voix sont là. Donc j'espère qu'à l'aide de Dieu ils vont rien faire, il sera toujours dévoilé. Merci DMG, merci tout le monde. Au fait, DMG, je suis venue aujourd'hui. Et j'allais dire quelque chose, DMG. Il y a un message là qui partage tes histoires là, sur Facebook. Et du coup, j'ai même mentionné ton nom là sur
ses vidéos. Donc, il faut vraiment faire attention et tu regardes tout parce que tout ça là, c'est toi qui auras du problème. Donc, quand je vis ça, j'étais fâchée, hein. Moi, j'étais fâchée. Je dis, mais la personne là peut faire n'importe quoi. Après, ça va retomber sur toi. Donc, il faut être vigilant DMG. Et merci beaucoup pour tout. Donc, moi, je viens aujourd'hui pour une troisième histoire pour partager avec toute la communauté. Mon histoire, c'est quoi? Je vais surnommer ça la sorcellerie dans, dans le foyer. En fait, les enfants des riches, quoi. Moi, je peux dire ça. Je peux dire ça parce que moi, je ne croyais pas que les enfants des hautes placés, là, ils pourraient avoir la sorcellerie vraie, vraie. Moi, je savais. Donc, j'ai vécu ça. Donc, c'est quoi l'histoire? Moi, déjà, je suis grandie dans une foyer notre famille, c'était bien placé, mais on n'avait pas la possibilité de faire des voyages et tout. Donc, on vivait chez nous avec mes parents, mes soeurs, mes frères, mes cousins, tout. On était là, mais il y avait, tu vois, vous êtes bien, vous manquez rien, mais on n'était pas les riches, on était normal. Et maintenant, il y avait une de notre sœur, ma sœur, elle était belle. Elle s'est mariée la première fois, c'est pas abouti. Après, elle s'est mariée la deuxième fois. Et là, son mari, c'est quelqu'un qui était haut placé, là, il avait vraiment l'argent. Et du coup, ma sœur, elle travaillait aussi avec le monsieur. Parce que ma sœur, quand elle a quitté son premier mariage, elle cherchait du travail. Et du coup, elle était partie dans une entreprise. Donc, elle a vu le monsieur est tombé amoureuse de elle. Après, ils sont mariés et tout. Après, ils travaillent ensemble. Donc, le monsieur lui a mis son secrétaire. C'était bien. Après le mariage, elle a fait 2 enfants. Et du coup, un jour, elle est venue chez nous. Elle a dit à notre papa que non, je veux que mes 2 sœurs viennent rester chez moi. Et du coup, on est parti, c'était bien. Le monsieur avait aussi son mariage, c'était pas abouti. Il avait des enfants, donc je compte pas, je compte pas le nombre des enfants. C'était bien là, ça s'est passé bien, toute la vie, c'était waouh. Et un jour là, le soir, parce que ma soeur là avec son mari, ils discutaient à tout moment, il y avait toujours de petits disputes, des petites incompréhensions et tout, la maison c'était chaud. Mais en fait, ça ne nous regardait pas parce que c'est leur problème et tout. À l'époque, là, moi, j'avais 16 ans et le monsieur avait 2 garçons de notre âge. Un avait 18 ans et l'autre 15 ans. Les 2 garçons. Donc, je ne compte pas les autres enfants. Et on dormait dans une grande chambre. C'était une grande chambre. Il y des lits surposés. Donc, moi, je dormais avec ma soeur et les 2 garçons dormaient à leur côté et ils étaient en face de nous. Mais non, on dormait, on a bien prié la nuit et tout, on est parti dormir. Et la nuit, je suis en train de rêver. Je vis le garçon, je vais surnommer les garçons Patrick. Donc Patrick dormait en bas et son grand frère dormait en haut. Et quand on dormait, et dans mon sommeil, je vis Patrick en train de parler avec quelqu'un. Parler, non, 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 laisse-moi, je pars pas. Aujourd'hui, je pars pas parce qu'il y a un barrage là qui me barre, il y a du feu, moi, je peux pas partir. Et la personne disait, non, il faut qu'on parte parce qu'il y a des gens qui sont dehors, ils nous attendent, il faut qu'on parte. Aujourd'hui, tu peux pas rester là, il faut qu'on parte. Mais non, moi, dans mon sommeil, je dis, il faut que je me relève pour voir si Patrick cause avec qui. Et quand je me battais pour se réveiller, j'étais tétanisée et je fais l'effort. Je fais l'effort de se réveiller, là toujours dans mon sommeil. Et quand je regarde en face de moi, je vis Patrick debout et je vis une dame très 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 belle de MG. La dame sortait dans le mur, c'est comme l'esprit, non? La dame est sortie dans le mur, commence à discuter vraiment. Non, non, faut qu'on parte, faut qu'on parte.
lui, il disait que non, je ne peux pas partir, je ne peux pas partir parce qu'il y a le feu là. Moi, je ne peux pas partir aujourd'hui. Alors, si c'est comme ça, je me laisse le temps. Je fais les évocations pour que je me libère pour que je parte. La dame disait que non, 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 je t'attends ici. Et quand je dis, j'ai écouté que non, je dois faire les évocations, mais non, je me dis non, là, il faut que je réveille. Je me battais pour se réveiller. Je n'arrivais pas, j'étais tétanisée. Directement, la dame a dit que, oh, regarde, regarde, il y a quelqu'un qui nous regarde. Maintenant, la dame m'a regardé vraiment avec un regard très furieux. Et moi, j'avais pas peur. Je regardais la dame. Maintenant, la dame venait vers moi pour m'attraper. Et Joël, et Patrick aussi, venait pour m'attraper. Et du coup, moi, je commençais à dire au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom. Donc, je disais vraiment très fort. Et maintenant, la dame venait vraiment avec force. Du coup, j'ai dit non, là, il faut que je me réveille. J'ai crié au nom de Jésus. Là, c'était fort DMG. Et quand je suis réveillée, je dis, il faut que je sors ici parce que c'était fort, c'était la réalité. Et j'ai dit, moi je dormais en haut, j'ai descendu, j'ai même pas marché sur l'escalier du lit, je descendis, je tremblais, dame, je regarde en face de moi, je vois Patrick debout qui me regarde. J'avais tellement peur. Demande-moi quoi. Quand je me regardais, j'étais toute mouillée. C'est comme si on vient me tromper dans la salle de bain. Là, j'ai tremblé. Je suis sortie dans notre chambre. Je ne voyais même pas. Il y avait la chambre. Il y avait 4 portes comme avant d'entrer dans notre chambre. Le toilette, la chambre de petit et tout, la douche, la portail du couloir. Donc, je ne savais pas comment je me suis retrouvée dans la porte de ma soeur. Je toquais. C'est comme s'il y avait les policiers derrière qui me suivaient. Ils sont réveillés en sursortant. Quand ils ont ouvert la porte, j'étais tout mouillée. Et ma soeur me disait, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ma soeur m'a dit, elle m'a pris. On est arrivé à la chambre, au salon. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne parle pas avant de parler. Il faut que tout le monde puisse se réveiller, qu'ils viennent ici. Ma soeur a réveillé tout le monde parce que ma soeur, c'est quelqu'un d'autoritaire. Hein. Elle a réveillé tout le monde. Ils sont venus là. Je vais expliquer comme je vous ai expliqué là. Et DMG. J'ai oublié quelque chose. Patrick avait, le garçon là, il avait un comportement bizarre. Donc ma soeur, en fait, tous les enfants qu'on était là, on était de 7 enfants à la maison, mais c'est lui qui prenait la tête à ma soeur. Donc, Patrick, il ne se lavait pas. Pour laver, c'est très difficile. Donc, il était toujours là, mais il était intelligent à l'école, mais il était toujours là. Donc, fainéant, il faisait rien. Si tu veux, tu dis lave cette assiette, même l'assiette et tout, il ne sait même pas laver l'assiette et tout. Si tu lui dis arrange ton lit, donc lui, il ne sait rien. Donc, il était bizarre. Mais il avait un drap noir. Les draps là, je t'ai dit, DMG, ma soeur peut prendre les draps là. Il met ça à la poubelle. La nuit, là, vous allez retrouver les draps là dans sa chambre. Et une chose encore, à l'âge de 15 ans, Patrick faisait le pipi dans le lit tous les jours. Lui, il ne dépassait même pas un jour. À l'âge de 15 ans, tous les jours, il faisait pipi au lit. Nous, on ne comprenait pas, on voyait ça normal et tout, ça va finir et tout. Et en fait, mais ma soeur, il était toujours derrière. Et puis quand il fait pipi comme ça, il prend ses habits là, il garde ça, toute la chambre, il y aura l'odeur. Pour qu'il puisse même prendre, il était sale, dans la maison, c'est lui qui était sale. Si on l'achète les habits, je te dis, il va dormir avec les habits là, donc ça part toujours à la poubelle. Et quand je tout dit là, j'ai tremblé et tout, son père regarde. C'est ma soeur qui a amené même la prière à la maison là.
Le papa, il était, je te dis, dans un état là, critique. Et ma soeur lui a demandé, est-ce que tout ce que je vais surnommer mon nom Élise. Donc tout ce que Élise a dit, c'est vrai. Et Patrice a dit oui, c'est vrai. Ah, DMG, il faut me voir. De vivre avec un sorcier à la maison, à l'époque là, mais un enfant des riches, hein. Je te dis, il a dit c'est lui. Oui, 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 c'est tout ce qu'il a dit, c'est lui, c'est ça. La ma soeur lui a demandé, bon, la dame là, c'était qui? La dame là, c'était ma maman. Et oh, chaque jour, les garçons commencent à parler des trucs, on sort, on part et tout. Mais les jours là, je n'arrivais pas parce qu'il y a le feu à la maison, parce que il a dit que c'est Élise qui m'intercale, je ne puisse pas sortir. C'est pour cela que je n'arrivais pas à sortir, je voyais du feu. DMG, les trucs là, j'ai été dit, ça a fait un tourbillon dans la maison. C'était chaud. Et du coup, on a pris le temps. Quelqu'un a sa sorcellerie. C'est pour lui. Et nous tous on subit. On commençait à partir là, c'est chez les prêtres. Chaque jour après l'école, à 17h, là vous venez, vous arrangez, vous changez et tout, vous mangez, après vous partez. Tous les jours, moi ça m'énervait. Pour la délivrance, on est parti chez les prêtres exorcistes. Et là, on est parti et tout. Et après, ça a pris 3-4 mois. Moi, je dis à ma soeur, moi, je reste pas ici parce qu'il y avait des choses qui s'est passées à la maison là. La maison, il y avait des souris, il y avait dans les lavabos, ça bouchait, dans les salles de bain, ça bouchait. Tu vois, les machines, c'est gâté. Et les machines, ça se gâte aujourd'hui, on achète demain. Hein. Donc, tous les jours, il y avait des trucs. Ma soeur et son mari, il y avait toujours des querelles. Et les garçons ont dit, c'est moi qui fais que vous puissiez discuter à chaque fois et tout. Donc, moi, je dis à ma soeur, moi, je rentre chez ma maman. Après, moi, je suis rentrée et tout. Après, ils sont restés là. Et ça a fait, avec sa délivrance, je pense que il n'y avait rien qui a été changé. Et son père a envoyé son fils en dehors du pays. Là. Le pays, là, il y a beaucoup de fétichisme. Mais là, en Asie, vous croyez déjà, je ne sais pas. Il est parti là-bas. Après, moi, après, je ne sais pas qui est passé, s'il a toujours sa sorcellerie là ou pas. Mais sur les réseaux sociaux, je vu qu'il a une femme avec un enfant et tout. Donc, regardez comme le monde sont. Donc, c'est pour ça que je vais dire aux parents, s'il vous plaît, vivez avec vos enfants. Moi vraiment, l'expérience, là, moi, je vis avec mes enfants. Moi, je discute tout le temps avec mon mari, mes enfants. Je sais que moi, je reste chez mes parents. On ne partait pas aux vacances et tout. Je reste toujours avec mes parents. Moi aussi, et moi aussi, je suis comme ça avec mes enfants. C'est pour cela que je dis à tout moment, c'est nous qui sommes au monde. C'est nous qui gardons les enfants sur nos entrailles. Donc, il faut faire attention. Ouvrez les yeux sur vos enfants, s'il vous plaît. Si on dormait avec l'enfant, là, si je n'avais pas le Saint-Esprit, là, le garçon pourrait nous faire quelque chose. Alors moi, je suis quelqu'un d'esprit de force. Si je vois quelque chose, je parle directement, je m'en fous. Parce que je sais que c'est lui qui en moi est plus fort que eux. Donc c'est pour ça que je vais vous dire vraiment, il faut faire très attention avec les enfants, de ne pas envoyer les enfants chez n'importe qui. Donc c'est ce que je vais vous dire. Donc merci à vous mes amis, mes frères, mes sœurs, commentez, likez, partagez. Et bisous Congo Brazzaville, bisous Congo Kinshasa et à bientôt avec une autre histoire. Merci. Merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Dites-nous d'où vous avez regardé la vidéo. Merci, on se reprend demain à 12h pour une nouvelle vidéo. Restez connectés.